Donc, cette table ronde sera animée par moi-même et par le professeur Jean Pouget, qui est également animateur de la filière Philnémus, les maladies neuromusculaires. On va vous proposer des séances de questions au milieu des thématiques de la table ronde. Donc, vous pourrez poser fréquemment vos questions sans attendre nécessairement la fin de la table ronde. Alors, l'idée de cette table ronde, c'était vraiment de s'inscrire dans le cadre du parcours de vie du patient. Vous avez dans les petits carnets qui vous ont été distribués une infographie « Vivre avec une maladie rare » qui représente donc le patient au milieu de tout un tas de ressources dont on va parler lors de cette table ronde et qui vont intervenir à un moment dans sa vie, dans son parcours. Donc il y a bien sûr le soin dont on a parlé ce matin dans l'intervention de Guillaume Jondeau, mais également le travail, la scolarisation, les transports, la vie quotidienne et le lien avec les MDPH. Alors bien sûr, j'insiste sur le fait que cette infographie, elle peut présenter des imperfections parce que les secteurs ne sont pas tous aussi cloisonnés, il y a des allers-retours, il y a des choses qui se renvoient, mais elle retrace quand même les traits de toutes les ressources du parcours du patient. Donc, la MDPH, qui est le premier intervenant dans ce parcours, en tout cas celui qu'on a choisi de positionner au début ici, qui est dans un carrefour giratoire, on va dire, qui va permettre la reconnaissance de handicap et de pouvoir s'orienter, par exemple, avec une reconnaissance de handicap dans d'autres secteurs, comme le travail, comme la scolarisation. Donc, je vous propose de commencer avec l'intervention du Dr Richardson, qui est médecin coordinateur du pôle enfant à la MDPH Bouches-du-Rhône, et de Michèle Froment, qui est directrice de la MDPH du 06, et qui vont donc nous parler de la spécificité des maladies rares et comment elles intègrent les maladies rares dans leur pratique. Voilà, et il y aura une série de questions après les interventions du Dr Richardson et du Dr Froment. Voilà, bonjour. Donc, je suis le médecin coordonnateur du pôle enfant de la MDPH 13 et j'interviens pour l'évaluation des situations des enfants entre 0 et 20 ans. Donc, on m'a demandé d'abord de vous parler du travail qui est effectué au sein de la maison départementale des personnes handicapées au pôle enfant, donc pour l'évaluation des enfants qui présentent une maladie rare. Donc, lorsque la famille dépose un dossier à la MDPH, vous pouvez voir le parcours du dossier. Il y a plusieurs étapes, il y a beaucoup d'étapes. On a parlé de multitudes d'étapes. La première étape, c'est une instruction administrative, en fait, pour vérifier la complétude et la recevabilité du dossier administratif. Il faut 4 pièces obligatoires. Donc c'est le CERFA, le certificat médical, le justificatif de domicile et le justificatif d'identité. C'est important parce que c'est souvent méconnu et parfois ça peut bloquer la recevabilité administrative. C'est la première étape. Après, il y a une deuxième étape qui est l'étape en fait de préparation du dossier pour l'évaluation et de passage en équipe pluridisciplinaire. C'est une étape charnière. Aujourd'hui, à la MDPH du pôle enfant, il y a 12 équipes pluridisciplinaires par semaine. Et chaque équipe, donc, comme son nom l'indique, est pluridisciplinaire parce qu'il y a 3 types de professionnels qui interviennent. Au moins 2 médecins. Alors, c'est un médecin de PMI ou un médecin scolaire ou un pédopsychiatre, un psychologue scolaire et un enseignant spécialisé. Ces 12 équipes, donc le rôle des équipes, et c'est bien entendu l'évaluation des situations de handicap et l'identification des besoins de compensation des personnes en situation de handicap. Alors je vous ai dit que c'était une phase charnière, mais surtout très complexe, parce qu'à la fois, ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels de la MDPH qui évaluent les dossiers ne connaissent pas les enfants et n'ont pas la possibilité d'effectuer des visites médicales. Donc on se sert bien entendu des documents pour établir le plan personnalisé de compensation et on a besoin d'une analyse très étayée et de regard de tous les professionnels qui interviennent dans le champ des enfants pour arriver à faire une proposition de compensation qui soit la plus objective et la plus juste possible. Alors, qu'est-ce que les équipes vont rechercher lorsque le dossier est présenté ? C'est la loi du 11 février 2005 qui a reposé la définition du handicap. C'est d'abord de voir si une altération de fonction est bien confirmée. Donc on parle de déficience, vous savez qu'elle peut être mentale, physique, sensorielle. Et il faut surtout que cette évolution de cette altération soit au moins supérieure à 1 an, donc qu'elle soit considérée comme durable
ou définitive, et qu'enfin, il y ait des conséquences dans la vie de la personne. À partir de ce moment-là, l'équipe va pouvoir dire que la situation qui est analysée entre dans le champ du handicap, et elle va pouvoir faire des propositions de compensation. Alors, quelles sont ces propositions de compensation chez les enfants? Elles peuvent être de deux types. Il y a des prestations financières, vous connaissez tous l'allocation, la EEH, avec ses compléments, et puis la PCH, prestation de compensation du handicap. Et puis, elles peuvent être aussi d'ordre, donc tout ce qui concerne le parcours scolaire, avec l'orientation scolaire ou l'orientation médico-sociale. Donc le parcours scolaire, c'est l'attribution éventuellement de matériel pédagogique adapté, d'orientation sur des dispositifs type Ulysse, de scolarisation avec une auxiliaire de vie scolaire individuelle ou mutualisée. Et puis aussi, vous avez tout le parcours sur l'orientation médico-sociale avec les orientations en IME, en ITEP sous forme de dispositif, en EAP, etc. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape, le passage en équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Et alors un point qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas l'équipe qui décisionne et qui valide le plan personnalisé de compensation, elle ne fait qu'une proposition, mais c'est bien la commission des droits et de l'autonomie qui entérine cette proposition. On a aujourd'hui au Pôle enfant de la MDPH 2 CDA par mois. Et ensuite, ces notifications qui auront été validées par la CDA vont être envoyées à la fois aux familles, mais aussi aux financeurs des prestations concernées. Donc pour vous donner quelques chiffres sur l'activité de l'année 2016, au Pôle enfant de la MDPH 13, il y a 9 553 familles qui ont déposé un dossier à la MDPH et 22 760 décisions qui ont été rendues. Donc c'est parce qu'il y a des chiffres aussi importants qu'on ne peut pas voir tous les enfants malheureusement en visite. Alors, quelles sont les difficultés qui sont observées? C'est toujours le même problème, c'est le manque d'information. C'est deux temporalités différentes. C'est au départ le manque d'information des familles pour la saisie de la MDPH, c'est-à-dire on est interpellé quotidiennement par des familles qui nous appellent au téléphone en nous disant mais à quel moment est-ce qu'on peut vous solliciter? C'est quoi les documents qu'il vous faut? Où est-ce qu'on peut trouver ces documents? C'est quoi les compensations qui existent? Enfin voilà, il y a des multiples questions des familles. Alors, pour les aider, bien entendu, on essaie d'identifier et de les orienter vers des personnes ressources. Donc il y a l'enseignant référent de scolarité du handicap sur l'école. Au niveau de la MDPH, il y a à la fois le responsable de secteur, mais aussi le correspondant de scolarisation qui peut aiguiller les familles. Il y a des agents d'accueil sur la plateforme téléphonique. Il y a aussi les associations de parents. Il y a des sites comme voilà, Maladies rares, Infoservice. Voilà, plein de personnes ressources qui peuvent être sollicitées. Alors, les documents aussi, on essaie de travailler. Il y a la création prochainement d'un site internet MDPH. Il y a le site de la CNSA qui peut être utilisé. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de difficulté qui est observé. Ensuite, le deuxième moment où on rencontre des difficultés, c'est sur cette étape d'évaluation. Là aussi, il manque des éléments d'analyse en fait, en équipe pluridisciplinaire d'évaluation quand on analyse des situations d'enfants qui présentent des maladies rares. On parle de dossier blanc. Alors, qu'est-ce que c'est le dossier blanc? C'est un dossier, en fait, quand on l'ouvre, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a parfois qu'un diagnostic. Il n'y a pas toutes les déficiences qui sont précisées, il n'y a pas de cotation des limitations d'activité, on ne sait pas si c'est léger, si c'est modéré, si c'est sévère, si c'est des incapacités absolues. Et parfois, il y a très peu de bilans complémentaires aussi qui sont joints. Alors c'est dommage parce qu'on sait qu'il y a des bilans complets qui ont été faits parfois par les familles et pourtant il n'y a pas de bilan orthophonique chiffré étalonné, il n'y a pas de bilan psychologique qui revienne au niveau de la MDPH et parfois il n'y a que le certificat médical, ce qui est très compliqué pour nous pour analyser en fait si vous voulez toutes les répercussions dans les différents champs de la vie de l'enfant. Le projet de vie, alors c'est vrai que c'est très compliqué pour les familles quand on parle de projet de vie, surtout quand le diagnostic a été posé à l'âge de quand ils sont très petits. En fait, ce qu'on veut, c'est pas qu'on se projette sur la vie future professionnelle de l'enfant, mais plus de raconter une journée type, c'est-à-dire dire c'est quoi qui se passe dans la vie quotidienne de la famille, du lever au coucher
de l'enfant. Et enfin, ce qui nous manque aussi, c'est tout ce qui sont les données environnementales, c'est-à-dire est-ce que l'enfant, il y a des contre-indications dans la vie sportive, dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a une déscolarisation, est-ce qu'il y a un isolement, parce que c'est des éléments qui vont nous permettre d'évaluer différemment les compléments et les prestations financières des familles. Un autre élément aussi qui est important, c'est quand il y a des demandes de prestations financières qui ne peuvent pas être prises en charge par ailleurs et qui vont être financées par les compléments d'AEH, de bien fournir les justificatifs des frais, parce qu'en fait, c'est des frais qui peuvent être financés sur justificatif. Le dernier point, donc, au vu de ces difficultés, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer, de travailler ensemble. Donc une des missions, bien entendu, principales de la MDPH, ça reste l'accompagnement des familles lors de la constitution du dossier. Donc il faut continuer à informer les familles des principaux acteurs du dispositif d'aide aux enfants et du rôle de la MDPH, qui est un rôle d'évaluation des besoins hors contrainte de l'offre, mais qui n'est pas un rôle de mise à l'effectif des prestations qui ont été notifiées. Il faut apporter une information claire sur les documents nécessaires par la création de sites dédiés. Et ensuite, dans un deuxième point, venir en appui aux équipes d'évaluation des MDPH. Il faut améliorer les connaissances des MDPH sur les maladies rares. Les professionnels qui interviennent sur les équipes sont des professionnels du champ de l'enfance, mais ce ne sont pas des experts des maladies rares. Il faut aussi mieux indiquer aux équipes d'évaluation des MDPH et aux partenaires les éléments nécessaires pour l'évaluation qui est globale et multidisciplinaire. Il faut aider à l'élaboration de réponses, toujours en tenant compte du projet de vie des familles et dans l'intérêt de l'enfant. Il faut harmoniser les pratiques d'évaluation à l'échelle régionale et interrégionale pour pas que quand il y a une famille ou avec son enfant qui déménage, il y ait des grosses disproportions, des diminutions de plans énormes et qu'on ne comprenne plus pourquoi. Et enfin, il faut poursuivre et développer les outils d'aide à la connaissance des maladies rares. Au niveau du réseau partenarial qui a développé, ça serait bien de mettre en place des conventions entre les MDPH et les pôles d'expertise pour pouvoir travailler ensemble. Il faudra aussi, une fois que les notifications ont été validées et notifiées, continuer à travailler sur la coordination en fait, et la mise en effectivité de ces prestations pour qu'il y ait une réelle exécution de ces décisions pour prévenir toutes les situations qu'on connaît de rupture quand c'est des situations complexes ou critiques. Voilà, pour le pôle enfant de la MDPH. Comment Bonjour, je suis le docteur Froment, donc je suis directeur de la MDPH depuis 2016, du 06. Et donc je vais enchaîner, puisque nous avons, le docteur Richardson vient de vous expliquer le fonctionnement de la MDPH. Donc nos deux interventions chevauchent, puisque moi on m'a demandé de parler plutôt de l'adulte, mais nous avons exactement la même problématique et les mêmes difficultés et la même organisation sur la MDPH du 06. Chez l'adulte, par contre, donc dans l'offre de services pour les adultes, donc ce qui me semble important, on voit bien donc éviter effectivement la rupture de parcours avec un diagnostic donc qui est connu. Je pense qu'il y a deux positionnements sur l'adulte. Il y a le diagnostic donc qui est connu et où il faudra éviter la rupture de parcours, donc avec la demande auprès de la MDPH va être souvent liée à l'insertion professionnelle, donc soit avec une reconnaissance de travailleur handicapé, soit avec un reclassement professionnel parce que la maladie rare évolue vers la problématique donc de la nécessité de prendre en compte l'évolution de la pathologie, le retentissement de la maladie sur le fonctionnement et sur la problématique de l'insertion professionnelle. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va devoir compléter la compensation sur le regard de la notion de travail. Dans le champ médico-social, le dossier, c'est aussi sur la compensation avec l'allocation adulte handicapé. Vous savez que l'allocation adulte handicapé s'évalue à l'heure actuelle au regard de l'employabilité et donc de la nécessité ou pas de pouvoir tenir sur un mi-temps professionnel.
L'arrivée d'un dossier au niveau de la MDPH peut être aussi sur un besoin d'avoir un hébergement ou une orientation sur un établissement ou un service, donc un SAMSA, un foyer d'hébergement, un foyer d'accueil médicalisé ou une maison d'accueil spécialisée dans le cas d'évolution vers une plus grande dépendance. Et donc, à tout moment, bien sûr, en général, il y a des dossiers de prestations de compensation avec la PCH, puisque la PCH, le besoin d'aide humaine ou le besoin d'aide technique quand il y a une évolution vers une perte d'autonomie, un aménagement de logement avec une transformation de baignoire en douche, par exemple, ou parfois une nécessité d'avoir un ascenseur, ou voilà, c'est donc l'adaptation du logement, l'adaptation de la voiture, pour viser toujours à essayer de compenser au mieux dans l'idée de s'approcher d'une plus grande autonomie par le biais de la compensation. Donc, ce qui nous était demandé aussi, c'était les spécificités des personnes adultes ayant une maladie rare. Donc, ce qui me frappe, c'est aussi de plus en plus, on voit des diagnostics portés tardivement chez l'adulte. Et à ce niveau-là, c'est une grande souffrance quand le diagnostic est tardif, avec une grande... Donc, il y a eu une errance de diagnostic, souvent, quand on a affaire à l'adulte, il y a parfois des enfants et les conséquences qu'il va y avoir sur la filiation, en fait. C'est-à-dire que dans le même moment où l'adulte et parfois, en fait, l'adulte apprend son diagnostic par le diagnostic d'un de ses enfants. Et donc, on est frappé, et souvent en CDA, quand les personnes viennent en CDA, de cette souffrance d'avoir transmis quelque chose et du sentiment de culpabilité qu'il est très difficile ça vient se rajouter aux conséquences donc, de devoir faire face à la maladie de ses propres enfants et de mettre un mot sur un diagnostic sur toutes les difficultés qui pressentaient, mais où il n'y avait pas eu de diagnostic posé. Donc on est confronté à ces consultations médicales multiples qui font que nous avons souvent, avant que le diagnostic soit posé parfois, on a plusieurs certificats médicaux de spécialistes, puisque ça touche souvent ces multisymptômes. Et donc on se retrouve souvent à la MDPH à l'évaluation avec des 2, 3, 4 parfois certificats médicaux de spécialistes qui n'ont pas du tout communiqué entre eux. Donc je trouve que c'est là où on voit quand même tout le progrès qu'il nous reste à faire pour qu'il y ait une seule, que ça soit coordonné et qu'il y ait surtout entre les médecins vraiment qu'ils puissent se parler. Parce que, comme vous l'a dit le docteur Richardson, l'évaluation va se faire sur la complétude du certificat médical. Et on voit bien à ce niveau-là qu'on peut avoir une appréciation du médecin tout à fait personnelle sur le degré de l'autonomie. Et on peut avoir 2 certificats médicaux avec des cotations sans perte d'autonomie sur des gestes de la vie quotidienne et parfois des médecins qui cotent avec un retentissement majeur. Donc, pour l'équipe pluridisciplinaire à ce moment-là, ça donne une impression que le médecin a rempli de manière tout à fait aléatoire son certificat médical. Ça peut arriver aussi qu'on ait un sentiment de complaisance, ce qui est tout à fait dommageable pour la personne. Et ce qui peut rendre, et le docteur Richardson l'a soulevé, le fait que dans un département, on puisse avoir une compensation majeure, on change de département, on a un arrêt des prestations annoncées, précédentes. Donc ça, je pense que c'est excessivement dommageable pour les familles. Ça les met parfois dans des conditions de précarité qui sont insupportables. Et voilà, je pense que c'est vraiment à s'améliorer. J'en profite pour vous signaler que nous venons de recevoir donc, le nouveau certificat médical qui s'impose, puisque le décret a annulé le précédent. C'est un certificat médical qui va nécessiter une grande participation des médecins. Et je suis un peu inquiète quand on voit effectivement que parfois nous avons le diagnostic et au mieux
la compensation élémentaire qu'ils souhaitent, sans qu'il y ait du tout tout le passage sur l'autonomie. Et parfois même pas le traitement. Je suis très inquiète sur l'appropriation des médecins par rapport à ce certificat médical qui est indispensable pour les MDPH. Le docteur Richardson a soulevé la montée en puissance des MDPH. Nous avons donc augmenté. Dans le 06, nous avons traité 36 000 décisions fin 2006. Nous sommes à 90 000 pour 2016. Nous avons plutôt perdu en personnel. Donc, et on s'approprie différemment, puisqu'on est, un des intervenants l'a soulevé, on est dans la notion de réponse accompagnée pour tous. Et effectivement, ça s'approprie tout à fait aux maladies rares. Et je pense que c'est vraiment par la complétude du certificat médical que nous améliorerons la rapidité, en tout cas, du traitement. Parce qu'effectivement, si les bilans qui ont été effectués ne nous sont pas communiqués, le dossier est ajourné et ça prend 2 mois, 3 mois supplémentaires qui sont très importants, à la fois chez l'enfant, parce que souvent il y a la scolarisation qui en dépend, mais chez l'adulte aussi, parce que c'est quelque chose qui va se jouer aussi quand on voit les difficultés parfois des reclassements professionnels et l'attente pour obtenir une formation adéquate. Donc je pense que c'est très important. De la même façon, alors ça ne sera obligatoire que dans 2019, je crois, le document administratif qui vient de changer aussi, qui va donner une part très importante aux familles. Il y a le projet de vie, mais il va y avoir aussi la notion de l'aidant. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est très important qu'on ait conscience de l'accompagnement par la famille, de l'investissement de la famille au quotidien, soit auprès des enfants, soit du conjoint, soit ou de l'enfant grand. Et ça, je pense que c'est très important pour qu'on ait aussi la notion de l'épuisement. Parce que entre l'errance médicale, la multiplicité des intervenants autour d'une même pathologie, enfin autour d'un même diagnostic, mais avec des pathologies qui sont parfois multiples, je pense que c'est aussi important qu'on prenne en compte l'épuisement de l'aidant et qu'on puisse accompagner au mieux par peut-être par un projet d'accompagnement globalisé qui viendra soutenir l'aidant quand il est en situation d'épuisement. Donc voilà, les difficultés, c'est bien le retentissement psychologique et l'impact dû à la culpabilité lié au risque de transmission aux générations suivantes, qui me semble nécessiter quand même un accompagnement particulier par rapport à ça et qu'on ne retrouve pas tout le temps. En tout cas, je pense que c'est encore quelque chose qu'il va falloir mettre en place. La coopération, de la même façon, les équipes médicales, en tout cas, je pense que toutes les équipes médicales, effectivement, nous ne sommes pas spécialisées. Nous sommes au mieux des pédiatres ou des médecins issus de la Cotorep pour l'insertion professionnelle. Et c'est important qu'on puisse trouver des informations par rapport à un diagnostic. Il est rare, on a parfois un seul dossier pour une telle pathologie. C'est important qu'on puisse avoir un interlocuteur qui pourra nous permettre d'apprécier la compensation à mettre en place. Donc, en fait, voilà, ça a été dit depuis le début ce matin, la notion d'avoir une plateforme centralisée d'information et le renforcement de la coopération avec les MDPH. Sur la MDPH du 06, on est en train de penser à une médiation en amont de la CDA pour que les familles puissent s'exprimer. Il y a déjà donc les associations, il y a un accueil des associations qui peuvent accueillir le public au sein de la MDPH, mais je pense qu'il faut aller plus loin et permettre à ce qu'il y ait vraiment un lien en amont de la décision de la CDAPH. Voilà. Merci beaucoup pour ces 2 interventions très claires. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Questions synthétiques, oui. Bonjour. Je m'appelle Catalina Leoreanu, je suis infirmière et mère d'un enfant porteur d'une rare maladie.
Je me Parlez suis... près du micro. Excusez-moi, j'ai quelques émotions, c'est tout à fait normal. Vous m'avez attiré l'attention parce que je me suis battue pour mon fils au niveau des MDPH et je me suis retrouvée avec ce que vous avez nommé dossier blanc. J'ai été refusée. C'est une maladie rare, elle s'appelle la maladie de Coats. C'est une angiomatose, c'est une maladie des vaisseaux qui touche en plan ophtalmologique. Il a perdu entre-temps la vue, il a passé 14 interventions chirurgicales, il a 3 autres en attente. De cette année, j'ai recommencé la bataille parce que je me suis retrouvée dans un point, comme vous avez énoncé, d'épuisement. Pas pour moi, pour mon fils. Et j'ai recommencé à me battre au niveau des MDPH. C'est un mot dur, battre, mais c'est comme ça parce que vous connaissez très bien beaucoup de papiers. J'ai commencé à lutter à côté de l'association, avec l'association Solian de Marseille. La question, c'est parce qu'on parle d'une rare maladie. Nous sommes sur le point de déposer le dossier. Nous avons préparé beaucoup de certificats, beaucoup de papiers que vous avez énoncé très rapidement. Vous travaillez, c'est facile pour vous. Pour nous, on se perd complètement dans tous les papiers, vous comprenez. Vous avez un conseil pour nous, comment, je ne sais pas, pour souligner que c'est une rare maladie. Je ne sais pas, ce n'est pas... Voilà, j'ai énoncé qu'en général, cette maladie, je ne sais pas. Alors, on travaille beaucoup avec l'association Soliane, donc c'est très bien que vous soyez accompagnés. Voilà. Il y a une possibilité qui existe, quand c'est des cas complexes aussi, c'est de demander à être reçu par la Commission des droits et de l'autonomie. Ça arrive souvent. Madame Gagné-Varin est déjà venue plusieurs fois accompagner des familles, pour expliquer aussi qu'est-ce que c'est votre quotidien, et c'est encore aussi peut-être le mieux. Voilà. Si j'ai un conseil à vous faire, ça serait peut-être celui-là. Je vous remercie beaucoup. Alors pour rejoindre cette question, et ce que vous avez dit concernant les difficultés à instruire les dossiers par manque d'informations que vous avez, dans la mesure où, vu l'activité, vous n'avez pas l'occasion de voir le patient lui-même. Et le problème du certificat médical, hein, vous avez signalé que souvent c'était blanc, manque d'informations, ou bien différence selon les médecins, différence d'évaluation, etc. Est-ce que vous pensez qu'on doit aller vers une espèce d'habilitation du médecin qui doit renseigner les certificats médicaux? Parce que je sais que ça n'est pas l'habitude en France, puisque tout médecin peut tout faire, y compris ce qu'il ne sait pas faire. C'est quelquefois un peu dommageable. Donc, est-ce que vous pensez que c'est par le biais de ces conventions entre les pôles d'expertise? Parce que je crois que ça éviterait quand même un certain nombre d'aléas, et vous, ça vous faciliterait votre travail, probablement. C'est vrai que c'est le point que j'avais mis dans l'amélioration des pistes de travail, par l'idée de pouvoir faire des conventions entre les MDPH et les pôles d'expertise. Ça pourrait être une idée. Il y a déjà une solution. Voilà. Il y a eu des... Alors, la loi ne nous impose pas... elle parle de médecins. Elle ne précise pas quel type, s'il faut que ce soit un spécialiste, s'il faut que ce soit un généraliste. Nous, on reste sur l'idée qu'il faut que ce soit la personne qui connaît le mieux l'enfant. Et je pense que dans le cadre des maladies rares, en effet, ça peut être certainement ces spécialistes qui sont experts, qui connaissent le mieux finalement cette pathologie et les répercussions. Donc ils pourront le mieux le décrire. Et puis, avec l'aide des associations de patients, lorsqu'ils peuvent effectivement encadrer le patient, on a évidemment l'expérience avec l'AFM des référents parcours santé qui sont extrêmement précieux. Oui. Bonjour, je me permets de rebondir sur votre intervention. Je suis Sophie Bernstein, chef de projet d'une filière de santé maladies rares, et je pense que je vais parler au nom de toutes les autres filières. On est effectivement en demande comme ça d'interaction avec les MDPH pour favoriser l'harmonisation de l'évaluation. C'est vraiment une problématique qui nous est remontée de manière très régulière, que ce soit en interne du côté du sanitaire ou du côté de nos associations de patients, qui font vraiment remonter cette problématique. Et je voulais vous proposer, est-ce que ce ne serait pas pertinent, pour aller dans le sens de ce que vient de dire le professeur
professeur Pouget de créer une collaboration. Vous avez sûrement une réunion annuelle des directeurs de MDPH et d'inviter les filières de santé maladies rares pour pouvoir mettre en place en fait des pistes d'amélioration et pouvoir réfléchir à des propositions comme vient de le faire le professeur Pouget. Je pense qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans de mise en place du dispositif filière, on a tous fait un état des lieux qui est assez, on va dire, homogène et on rejoint tous la même problématique qui est qu'il faut qu'on travaille avec l'MDPH parce qu'on a vraiment des problématiques ciblées et aujourd'hui on a des propositions. Pourquoi ne pas travailler avec les réseaux d'experts qui sont déjà identifiés? Bien sûr. Je vais laisser la parole à Mme Froment qui est aussi directrice en plus d'être médecin. Merci. Je pense effectivement, de toute façon, je pense que actuellement, les MDPH, on est en train de se réorganiser par justement l'arrivée de la réponse accompagnée pour tous et on va externaliser nos évaluations. Donc l'idée est vraiment de s'appuyer sur les experts au fur et à mesure des pathologies et par convention, effectivement. Marie Delestre, MDPH du Vaucluse. Il y a en ce moment un groupe de travail à la Près du micro pour qu'on vous entende. Voilà. Entre les filières et les MDPH. Alors, il va y avoir un outil qui est destiné au personnel soignant et un outil destiné aussi au personnel, à la famille. Mais bon, c'est un outil assez long qui est en train de se finaliser et qui nous permettra d'avoir les renseignements nécessaires. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra que les personnes le remplissent. Parce qu'on entend souvent les médecins qui nous disent notre certificat est très compliqué. Bon, le nouveau certificat sera très complet, enfin est très complet, mais il faut que les gens se penchent dessus. Non, oui, ça pose le problème de la complexité, de la longueur pour remplir ce certificat, de l'expertise et de la connaissance du patient à avoir, mais il faut bien que l'ensemble des partenaires comprennent que c'est extrêmement important, qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce certificat. C'est vrai qu'il est rempli quelquefois un petit peu vite. Oui. Alors, il a été évalué, le nouveau certificat, et apparemment par un groupe de médecins via l'ordre des médecins, et ils ont trouvé qu'il était quand même plus facile que le précédent, parce qu'il y a beaucoup de choses à cocher. Et voilà, mais il faut quand même qu'on... Bon, si l'ordre des médecins a eu une évaluation, nous sommes rassurés, effectivement. Oui. Je ne sais pas. Alors, une question très brève, parce que le temps compte. Oui, alors, je représente l'association du syndrome X fragile, en sachant que c'est une pathologie rare qui entraîne des déficiences intellectuelles. Alors, la difficulté, en sachant que ces enfants naissent comme ça et vivront toute leur vie comme ça, ont des possibilités d'acquisition, mais ont quand même avec des apprentissages spécifiques. Alors, quand on parle de la conséquence dans la vie de la personne, actuellement, en CDAPH, c'est très difficile, parce que ces personnes peuvent marcher, peuvent faire des actes qu'ils ont l'habitude de faire, et en même temps orientés en établissement spécialisé. Mais le jour où vous enlevez l'établissement spécialisé, où ils ne sont peut-être pas toujours compris, mais le jour où vous enlevez l'établissement spécialisé, quelles sont les compensations à apporter? Parce que ça, on ne tient pas compte de ces compensations, si vous voulez. Le fait d'orienter vers un établissement, la compensation est là. Qu'en est-il des projets personnels éventuellement pour partir en vacances ou d'autres actes? C'est comme si c'était une fin en soi. C'est toujours un petit peu pour mon point d'interrogation et cela reste toujours. Alors, il y a 2 questions dans votre question. Il y a la question du handicap invisible et de comment est-ce qu'on appréhende ces répercussions quand déjà il y a peu de renseignements. Bon, c'est vrai que le X fragile, on se fait quand même une idée. Ça fait partie des maladies rares, mais en tout cas au niveau du pôle enfant, on en voit souvent. Après, la deuxième, c'est pour ça qu'on a besoin des répercussions dans tous les champs, c'est-à-dire scolaire, le projet de vie qui soit bien détaillé, le certificat médical le plus étayé, enfin voilà, c'est parce que c'est compliqué. Et la deuxième partie, c'est on a une offre de compensation qui est scalée et qui est très limitée en fait. Et on a plein de situations où il n'existe pas, on n'a pas, j'ai envie de dire, les cartes
le jeu de cartes est limité, quoi. On dit, mais voilà, comme nous, on fait du hors contrainte de l'offre, on doit quand même évaluer les besoins. Alors, on écrit, potentiellement, ça serait bien qu'il y ait cette mise en place, mais encore faut-il qu'après, les pouvoirs publics suivent. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Nous allons clore cette partie pour passer à la suite.